tous, bienvenue sur ANews Sécurité. Alors, sécurité électronique et numérique, quels sont les enjeux de souveraineté, de performance et de robustesse? Voici la thématique que nous allons traiter aujourd'hui pour vous sur ce plateau. Usage de la vidéoprotection intelligente, scanner corporel à l'entrée des stades, renforcement des sanctions contre les intrusions dans les enceintes sportives. Le débat sur ces sujets a eu lieu à l'Assemblée en première lecture. Ce projet de loi sur les Jeux olympiques et paralympiques, donc avec les sénateurs. Plusieurs dérogations ou expérimentations pour assurer le bon déroulement de ces Jeux, notamment en matière de sécurité. De nombreux enjeux également sur la protection des données. Ils sont mis en exergue par la CNIL qui a apporté une attention particulière à ces enjeux et notamment tout au cours de la semaine de cet examen. Tous ces sujets, nous allons donc justement les traiter aujourd'hui avec nos invités ici présents. Et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir ce matin Jean-Michel Mis. Bonjour. Bonjour Virginie Callio. Alors Jean-Michel Mis, je le rappelle, vous êtes ancien député et vous êtes spécialisé dès 2017 sur les sujets en lien avec le numérique et la souveraineté. Et on va le voir tout à l'heure, vous avez émis de nombreux écrits, ceci est normal, et tout particulièrement on reviendra sur un rapport que vous avez remis au Premier ministre de l'époque en 2021 et qui traite de ces sujets tout particulièrement. Mourad, bonjour. Bonjour Virginie. Alors Mourad Selimi, vous êtes chargé de mission au secrétariat général du garde des Sceaux. Vous êtes notamment responsable et animateur d'une équipe d'ingénieurs et de techniciens système réseau au Palais de Justice de Paris. Voilà, alors plus précisément, parce qu'aujourd'hui les fonctions évoluent un petit peu, effectivement. Alors toute la partie, je dirais vraiment DSI, c'est une partie un peu que j'ai abandonnée, même si je m'y intéresse encore énormément et forcément. Mais disons qu'on est beaucoup plus orienté dans le cadre de ces missions, puisque je suis chargé de mission sur des dossiers réservés, de toute la mise en place, création, mise en place, etc., des outils à la fois de visioconférence, mais essentiellement multimédia destinés aux retransmissions pour les très grands procès, c'est-à-dire les procès hors normes, ce que nous avons appelé des procès hors normes, avec tout un tas de systèmes qui vont de retransmission dans les salles, retransmission même à distance, puisque là nous venons de terminer le procès des attentats de Nice, où nous retransmettions à l'Acropolis de Nice pour les Niçois, pour les parties civiles, le public et la presse niçoise, y compris pour les avocats, bien sûr, qui s'y rendaient, et avec, bien entendu, toutes les sécurités qui vont bien aller là-dessus, parce qu'il est évident que ces flux-là ne doivent absolument pas sortir, car vous le savez, la captation d'images très, très réglementée. Et donc voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus. Pour le Bataclan, on a commencé avec le Bataclan. Et comme je vous le disais, donc le périmètre va jusqu'à la diffusion sur une web TV qui est utilisée actuellement en web radio, parce que nous n'avons pas encore le droit de transmettre les images à travers le web. Ouais. Le droit ne nous le permet pas encore. Et puis, cela repose aussi sur le consentement des gens Donc, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais je crois qu'il y a encore des discussions parlementaires à ce sujet qui doivent venir pour arriver un jour à, peut-être, qui sait, le souhait qu'a notre garde des Sceaux actuel, puisqu'il en a parlé plusieurs fois, peut-être d'une télé judiciaire. Mais enfin, je ne suis pas là pour faire des annonces à la place du cabinet. Et effectivement, ce sera une affaire à suivre et vous avez raison de le rappeler, donc des dossiers très très sensibles. On l'a vu avec ces différents procès qui ont eu lieu récemment et d'où votre expertise justement sur les flux des données et sur le respect et la protection de ces données et ça va être le sujet d'aujourd'hui bien évidemment. Laurent Victor, bonjour. Bonjour, bienvenue. Donc Laurent Victor, vous êtes directeur sécurité, sûreté
sûreté au Muséum national d'histoire naturelle. Ce depuis 2 ans. Et puis, vous avez eu différents postes également. Vous avez occupé différents postes de directeur sécurité sûreté, notamment à Radio France. Et puis chez TNT, il y a un petit peu plus longtemps. Voilà. Dominique Guéguen, bonjour. Bonjour Virginie. Bon, donc vous êtes Sales Engineer chez Axis Communication. Donc votre venue ce matin est également importante puisque je rappelle notamment que nous organisons cette émission aussi suite à un think tank que nous avons mis en place sur cette protection, sécurité à la fois électronique et numérique et comment aujourd'hui on prend en compte ces enjeux de souveraineté, de performance et de robustesse. C'est à ce titre que vous venez apporter votre expertise. Avec plaisir. Merci. Enfin Thierry Leblond, bonjour. Bonjour Virginie. Donc Thierry Leblond, alors vous êtes aujourd'hui connecté en duplex et je rappelle que vous avez une longue expertise dans le domaine à la fois de la sécurité-sûreté et aujourd'hui de la protection des data puisque vous avez une trentaine d'années de carrière entre le groupe Safran, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur où vous avez mis en place, et vous y reviendrez sûrement tout à l'heure, le plan PVPP, 1000 caméras et ça date de quelques années. Mais on y reviendra parce que c'est aussi la genèse de votre histoire lorsque par la suite vous avez cofondé en 2014 une société, la société SEAL, éditeur de logiciels libres spécialisé dans la transmission numérique de grands comptes. Tout particulièrement, vous vous préoccupez de la sécurité et le partage des données sensibles, voire confidentielles, sur le cloud public. Et on parlera de technologie Zero Trust et vous allez nous expliquer tout à l'heure ce qu'est ce Zero Trust, Zero Knowledge. Voilà. Eh bien, sans plus tarder, nous allons donc démarrer les sur ces sujets. Alors, je le rappelais juste avant, ce contexte d'actualité avec notamment ce projet de loi sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais pas que. Et puis aussi, je rappelais que nous avons eu pendant toute une année de longs débats, de longues discussions avec de nombreux directeurs sécurité, sûreté et RSSI sur ces sujets de souveraineté, de performance, de robustesse, à la fois pour la sécurité électronique et numérique, qui finalement ne font qu'un, c'est la sécurité globale, comme on l'appelle aujourd'hui. Jean-Michel Miss, j'ai parlé tout à l'heure de ce fameux rapport que vous avez remis le 9 septembre 2021 au Premier ministre de l'époque, Jean Castex. Vous avez remis ce rapport, vous allez nous rappeler un petit peu la genèse, pourquoi, qui vous l'avait commandé, et puis surtout revenir sur ces recommandations, 30 recommandations qui pour certaines sont reprises aujourd'hui. On les voit apparaître dans certains textes législatifs. Exactement, pour une fois n'est pas coutume, c'est un rapport qui aura eu le mérite d'essayer d'avoir une vision assez holistique du sujet et qui est repris dans différents projets de loi et dans des lois qui ont déjà été votées au Parlement, dont la loi responsabilité pénale et sécurité intérieure dont j'étais rapporteur. Donc c'est un rapport qui effectivement correspond à une commande du Premier ministre à l'époque Jean Castex. Et j'ai été placé pendant plusieurs mois comme parlementaire en mission. C'est pas un rapport parlementaire. Les rapports parlementaires sont faits par l'Assemblée nationale avec les moyens de l'Assemblée nationale. Parlementaire en mission, c'est un peu particulier. C'est un parlementaire qui est désigné par le Premier ministre pour occuper une fonction dédiée auprès d'un ministre. Donc là, j'étais en l'occurrence auprès évidemment du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour essayer de creuser en tant que parlementaire, mais aux côtés de l'administration du ministère de l'Intérieur et des ministères qui peuvent être concernés par ces sujets-là, cet enjeu majeur que portait dans sa lettre de mission le Premier ministre, à savoir l'usage des technologies aujourd'hui disponibles au service des forces de sécurité intérieure. Un vrai sujet parce que nous étions dans la période où, après le livre blanc de sécurité intérieure, il fallait transcrire dans le marbre de la loi un certain nombre de choses. Nous étions dans la préparation de la loi de sécurité intérieure, de la LOPMI qui allait venir derrière, et puis de ce qui nous concerne aujourd'hui, dans la temporalité du mois de janvier, la projet de loi qui est auprès du Sénat, qui va venir à l'Assemblée nationale, sur la protection les moyens de protection des Jeux Olympiques, d'une manière générale des grands événements.
cette commande n'était pas d'ailleurs uniquement une commande pour un cas particulier, à savoir les grands événements sportifs, Coupe du monde de rugby, Jeux olympiques ou d'autres événements qui auront lieu dans les années qui viennent, commémoration des débarquements, que sais-je encore, des événements qui, par leur nature, leur dimension et leur caractère exceptionnel, supposent l'utilisation de moyens particuliers. C'est un rapport qui voulait également adresser la question des moyens des forces à périmètre constant et sur la durée, donc de voir quels étaient aujourd'hui les enjeux pour nos forces de sécurité intérieure en termes d'outils de sécurité. Mission qui n'était pas une mission d'anticipation ni une mission de science-fiction sur des sujets qui se prêtent assez rapidement parfois à des fantaisies ou à des comparaisons avec des pays qui ont des mœurs et des coutumes que nous ne partageons pas, disons-le clairement. Et donc l'idée, c'était vraiment de voir quels étaient les besoins des forces. L'idée n'est pas non plus d'équiper nos forces avec des outils pour faire joli. C'est vraiment d'être utile, pertinent, on n'est pas sur de la science-fiction, on était vraiment sur du pragmatique. Voilà. Et pour ce faire, vous avez pris votre bâton de pèlerin, vous êtes allé voir différents acteurs, oui, et vous en avez ressorti des préconisations, des recommandations. Exactement. On a arrêté la mission et rendu le rapport effectivement le 9 septembre. L'idée, c'était de répondre donc aux besoins des forces, d'être évidemment respectueux, c'est la moindre des choses quand on est parlementaire, du cadre juridique dans lequel on intervient, mais également des attentes qui sont sur ces sujets-là très, très ancrées sur la protection des libertés publiques. C'est un vrai sujet si on veut faire accepter des moyens qui, par leur nature, peuvent être effectivement intrusifs. Et puis, troisièmement, nous avons souhaité faire le choix de technologies matures pour essayer au maximum de pouvoir, dans les délais qui étaient impartis, ne pas se lancer dans des choses trop compliquées à mettre en œuvre, mais que les forces aient justement, à l'occasion notamment des JO, la possibilité d'avoir des technologies matures, pertinentes, adaptées à leurs besoins, à la fois pour préserver, évidemment, aujourd'hui on a une formule qui est effectivement assez claire, hein, éloigner l'homme du danger, donc faire en sorte que les forces soient le plus possible préservées en cas de difficulté, et puis évidemment leur amener les moyens, les outils technologiques qui leur permettent d'être un peu moins chronophages, un peu moins statiques, et de pouvoir, toujours au service de l'humain, apporter des outils de compréhension, d'analyse et de sécurité pour, in fine, protéger nos concitoyens. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette introduction. Alors effectivement, ce que je retiens, et vous avez raison, alors on reviendra sur quelques préconisations tout à l'heure, mais il nous faut aujourd'hui pouvoir s'appuyer sur des technologies qui sont matures, qui existent. On n'est pas sur de la science-fiction et ça a été régulièrement rappelé. Et c'est vrai que vous l'avez très bien inscrit aussi, on le voit au travers de votre rapport. Alors je me tourne vers vous, Laurent Victor, parce que aujourd'hui, vous, au quotidien, vous choisissez de la technologie, vous êtes au cœur du sujet, puisque vous êtes responsable des choix, des dispositifs de sécurité-sûreté, alors qu'ils soient humains, mais surtout, là, aujourd'hui, on s'intéresse à la technologie. Comment vous faites par rapport à ce choix? Et puis, on a parlé juste avant un petit peu, même s'il n'y a pas que ça, des grands événements sportifs à venir. Cela vous concerne au niveau du Muséum national d'histoire naturelle. Comment faites-vous au quotidien ces choix? Choisissez-vous systématiquement de la technologie mature, éprouvée, et puis quelles sont vos contraintes? Alors, le choix est, pour le muséum et pour beaucoup de directeurs sécurité ou sûreté dans le monde. En fait, avant, vous faites une évaluation de vos risques et de vos menaces et vous voyez ce que vous avez à couvrir. Pour le muséum, je couvre des établissements recevant du public, donc je protège les gens qui viennent, je protège les collaborateurs, je protège les données, puisque j'ai des chercheurs. Ouais. Et donc, à partir de là, je couvre aussi bien la partie protection réseau, cyber, même si je ne suis pas le directeur de la sécurité, mais le RSSI m'est rattaché. Je vais protéger effectivement les caméras vidéo et les données que l'on prend. Donc, globalement, pour ça, je sais ce qui se fait, que ce soit les gens de chez Axis ou d'autres. Je connais le matériel qui fonctionne. Après, j'ai une autre problématique. La problématique, elle devient financière. Alors ça, on y reviendra effectivement tout à l'heure sur ce sujet. Le choix se fait par quelque chose qui est connu et reconnu. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre quelque chose parce que l'intérêt est important. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire, tiens,
je choisis ce système-là qui vient de sortir parce qu'en fait, j'ai une obligation de résultat. Ouais. Et quand vous avez une obligation de résultat, vous ne pouvez pas vous dire je vais essayer un système. Cela dit, pourquoi pas dans notre système, quelquefois prendre effectivement une société qui pourrait effectivement essayer une application, par exemple. Parce ça que, vous arrive vous testez parfois c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui dans la culture du muséum, mais c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire parce que je couvre quand même pour des sociétés qui peuvent créer des nouveaux systèmes qui nous intéressent tous. Pourrait effectivement trouver un intérêt sur ce que je représente en termes de sécurité. Mais en tout état de cause, je reste sur des choses qui sont éprouvées et j'ai tendance à éviter d'aller chercher des choses qui sont à l'autre bout du monde, et on y reviendra, que certains choisissent pour des raisons de coût. Alors, on va revenir effectivement sur ce sujet qui est primordial, parce que souvent on dit, voilà, et on va en parler, hein, sur le rapport, on voit bien qu'il y a des recommandations qui sont faites par ailleurs d'un point de vue économique, hein, et je me tourne vers vous, Jean-Michel, parce qu'il est bien dit dans une de vos recommandations d'ailleurs, soutenir le tissu industriel français pour préserver notre souveraineté, d'une part, mais aussi pour l'aspect économique privilégié. Après, on verra, il peut y avoir d'autres problématiques. Alors, on revient sur ce point, justement. Soutenir le tissu industriel français pour préserver notre souveraineté, protéger les données personnelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce constat ? L'objectif, quand même, dans la mesure où de l'argent public est mis en œuvre, de manière importante pour les événements qu'on évoque sur les Jeux Olympiques notamment, il serait intéressant d'avoir un retour sur investissement, si je puis dire. Et il est intéressant que ce retour sur investissement se fasse au bénéfice d'entreprises françaises ayant non pas seulement un siège social en France, mais ayant leurs équipes et leur recherche et développement dans notre pays. Et donc, c'était, dans la mesure où nous sommes dans les Jeux Olympiques, c'était quand même d'avoir sur le podium de la sécurité des JO des entreprises françaises qui sont en capacité justement de pouvoir non seulement protéger, servir nos concitoyens à travers cet événement, mais aussi utiliser cet événement finalement pour eux comme un label, comme une sorte d'étendard pour pouvoir partir ensuite à la conquête de marchés extérieurs et de leur permettre d'avoir cette visibilité. Que dirait-on si en France ils n'étaient pas reconnus, alors que parfois ils sont d'ailleurs en capacité de travailler à l'étranger, parce qu'il y a une forme de cohérence par rapport à ça. On l'a vu, vous avez raison, notamment avec la Coupe du Monde là, qui vient de se passer au Qatar, et on a vu qu'effectivement il y avait des Français qui avaient préféré aller promouvoir et leurs solutions ont été retenues, alors qu'en France, elles n'étaient pas retenues. Exactement. Donc d'où l'intérêt de ces préconisations qui passaient aussi par une volonté de faire, et c'est ce qui se retrouve aujourd'hui dans la loi sur les Jeux Olympiques, des expérimentations en grandeur réelle. Pourquoi en grandeur réelle ? Parce que justement, c'est toujours sympa en labo, ça marche toujours, mais quand on prend des figurants pour tester des systèmes de reconnaissance biométrique, par exemple, c'est pas la vraie vie. Donc il faut pouvoir permettre d'ouvrir un champ d'expérimentation qui soit effectivement contrôlé, encadré notamment par la CNIL, effectivement, parce qu'il est hors de question d'exclure évidemment les régulateurs de ces opérations-là, mais on doit pouvoir le faire réellement dans les conditions les plus proches possibles de la réalité, pour pouvoir tester les algorithmes, voir si les attendus qui ont été calculés correspondent exactement à ce pourquoi ils ont été pensés et pas autre chose. Donc ça permet aussi d'apporter des éléments de sécurité et d'éprouver nos technologies. Donc, je pense alors il important. était temps effectivement, puisque c'est ce qui était reproché ces quelque part. Ces derniers maillons qui manquent, parce que le cadre réglementaire c'est bien, mais ensuite il faut pouvoir justement, on parle de technologie, donc il faut pouvoir les tester, les éprouver. Ce n'est pas trop tard, d'après vous ? Disons qu'on a perdu... On a perdu une bonne partie du temps. Alors les années Covid, malheureusement, effectivement, il y a une partie du temps qui n'a pas pu se faire de ce fait-là. Je pense qu'on aurait pu gagner un peu de temps, pour être très, très clair. Ça fait quand même 3 ans qu'on est sur ce sujet-là, et je pense qu'on aurait pu gagner un peu de temps. L'important, c'est d'avoir aujourd'hui une capacité quand même à avoir un minimum d'expérimentation qui puisse se faire dans de bonnes conditions, et puis
et puis pouvoir quand même avoir au moins à travers ces événements des premiers retours, même si tout ne sera pas fait, tout n'est pas possible forcément dans les délais, mais au moins d'avoir embrayé, passé la première et accéléré un peu sur ces capacités de développement. Alors, ces nouvelles technologies, on en parle, vous avez raison, on a beaucoup d'entreprises en France, hein, il y a quand même un vrai savoir-faire, au moins européenne, il y a un vrai savoir-faire. Oui. C'est vrai que jusqu'à présent, elles ne pouvaient pas toutes le prouver parce que les expérimentations n'étaient pas possibles. Vous êtes allé à leur rencontre, vous les avez vus. Est-ce que vous avez vu de belles expérimentations, sans citer forcément de nom, mais où vous pouvez dire aujourd'hui, oui, il y en a, ça vaut vraiment le coup, il faut que l'État prenne en compte aujourd'hui justement ceci. Est-ce que la robustesse au niveau sécurité numérique est bien là? Est-ce qu'aujourd'hui ces solutions d'entreprises jeunes ou moins jeunes intègrent systématiquement cette partie? Oui, c'est l'intérêt d'ailleurs de défendre ce point de vue, non seulement d'un point de vue de souveraineté un peu cocorico, on va dire, mais c'est aussi parce que je pense fondamentalement, pour avoir échangé avec beaucoup d'acteurs, que la vision qu'on a en tant qu'Européens, en tant que Français en particulier, sur les enjeux d'éthique, d'éthique by design notamment, est fondamentalement assez différent de ce qu'on peut trouver dans le monde anglo-saxon, et je ferai abstraction d'autres pays que je ne considère pas forcément rentrer dans le champ avec les standards démocratiques tels qu'on les entend. Je pense que c'est extrêmement important parce que toutes ces technologies ont besoin de données pour être éprouvées d'une manière ou d'une autre. Il faut tester sur des données réelles. Et je pense que justement, c'est de ce point de vue-là qu'on a besoin, en France notamment, de pouvoir travailler parce qu'on ne peut pas avoir des produits à l'état de l'art, effectivement, si on n'est pas capable d'avoir les données qui permettent d'alimenter et de faire fonctionner pour beaucoup grâce à des solutions d'intelligence artificielle. Je mets des S parce que l'intelligence artificielle dans l'absolu, ça ne veut pas dire grand-chose de mon point de vue, mais voilà, il y a des possibilités, il y a des jeunes pousses, il y a des entreprises plus aguerries. Je pense que justement, on doit veiller à cet équilibre. Le danger, ce serait qu'un certain nombre d'acteurs, par leur position de place, se contentent de racheter pour le coup sur étagère des jeunes pousses et les technologies et les brelets qui vont avec. Donc j'étais assez attentif à ça et je pense qu'il manque une case dans tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est de revisiter de manière un peu sérieuse le code des marchés publics et de quelle manière la commande publique se met en place pour permettre l'émergence, parce que ce que les entreprises demandent, c'est pas des plans d'investissement d'avenir, c'est pas des dossiers de 40 pages à remplir qui leur prend 2 ans, 3 ans, qui leur coûtent de l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est de la commande, parce que c'est ça que leurs banquiers vont leur demander ensuite pour dire quels sont vos résultats. Donc je pense que la commande publique, d'une manière ou d'une autre, de la puissance publique, quelle que soit la manière dont ça s'organise, et ce que j'ai pu voir également en allant à l'étranger, c'est un peu le nerf de la guerre, et je pense que c'est peut-être un des maillons qui reste encore largement à parfaire. Merci beaucoup Jean-Michel, et vous soulignez un point alors qu'on n'aura pas le temps d'évoquer lors de cette émission aujourd'hui, mais qui fera l'objet d'une autre émission, parce que c'est effectivement, on le sait, c'est le point faible aujourd'hui et qui importe énormément, notamment à nos industriels, pour pouvoir pérenniser leur entreprise, et c'est essentiel. Laurent Victor, alors on a parlé effectivement, Jean-Michel a parlé de ces jeunes pousses ou moins jeunes, des sociétés aujourd'hui françaises et européennes qui ont fait leurs preuves, qui proposent des solutions, qui n'attendent plus qu'on prenne en compte ces dispositifs et qui en plus ont intégré la partie sécurité numérique. Comment vous faites, vous intégrez aussi cet aspect systématiquement, vous tenez compte de cet aspect de sécurité numérique, sécurisation numérique lorsque vous faites votre choix? Mais, forcément, on est obligé. Je vais vous donner un exemple très pragmatique. Vous montez un système de contrôle d'accès. Forcément, toutes les données qui sont dedans, en dehors du fait que vous pouvez avoir un nom, un prénom, parce que le badge comporte aussi peut-être l'accès à la cantine ou je ne sais trop quelles données. Vous avez souvent les noms, prénoms, quelquefois dans certaines sociétés, la date de naissance. Ce système, s'il est piraté, vous vous retrouvez avec l'ensemble des données de votre société, alors 2000, 3000, 4000 personnes, qui vont se retrouver effectivement sur le darknet à la vente et qui vont servir. Vous avez des gens qui se retrouvent avec, ils perdent leur identité sur des systèmes comme ça. Et pour retrouver votre identité, il vous faut entre 5 et 10 ans aujourd'hui parce que c'est compliqué. Et donc, forcément, on protège. Mais on en revient effectivement à un moment donné à la façon dont on protège. Vous avez les logiciels qui vont être vendus, qui vont vous protéger effectivement, je dirais, sur votre ordinateur.
mais il faut protéger le câble, il faut protéger le lecteur. Donc on va tous effectivement se retourner vers l'ANSSI, qui nous dit, voilà, il faut monter tel système, c'est comme ça, qui donne des super préconisations. Mais à un moment donné, on arrive à l'histoire des marchés, c'est-à-dire que si vous choisissez la préconisation de l'ANSSI, qui est, pour le coup, c'est très très bien fait, sauf que, excusez-moi de l'expression, c'est ceinture et bretelle, comme on dit, mais ça vous coûte un bras. Voilà, c'est ça, et la difficulté est là. Je veux juste préciser que le rapport de Jean-Michel a eu un impact d'une note de M. Castex, quand il était Premier ministre, qui a demandé à tous les établissements publics d'évaluer leurs besoins réels et de la capacité sécuritaire dont ils avaient besoin. Il avait englobé aussi le ménage dans cette note en disant « mais si vous avez besoin d'un niveau de sécurité, eh ben, payez-le. Arrêtez de prendre au moins 10 ans. » Et moi, sur les derniers appels d'offres que j'ai pilotés avec la commande publique, on a déjà réussi à inverser, c'est-à-dire au lieu d'avoir 60% sur la partie financière et 40% sur la partie technique, on a réussi à inverser les deux. Et là, mais ça, c'est déjà quelque chose... On ne peut pas se rendre compte dans le monde privé. Mais là, ça a déjà été... Donc une prise en compte. On a monté 5 étages d'un coup. Et comme vous le disiez, évaluation du risque, qui signifie que parfois, on va tenir compte de l'ensemble des préconisations. Parfois, c'est plus difficile parce que dans cette évaluation du risque, vous vous dites, je mets dans la balance cet équilibre à la fois budgétaire, financier et... Mais bien sûr, parce que je fais mon évaluation de risque. Je suis une société qui fait du R&D. C'est mon cœur de métier, c'est avec ça que je vais vivre. D'un côté, j'ai ça, puis de l'autre côté, je stocke, j'ai rien contre les gens qui stockent des pierres, mais je stocke des pierres. Ce n'est pas tout à fait le même impact. Donc du coup, je ne vais peut-être pas dépenser la même somme. Mais parallèlement à ça, on parlait du contrôle d'accès. Qui vous pose votre réseau de fil ? Parce que souvent, ce qui se passe, vous passez un contrat. Moi, je passe un contrat avec vous. Vous vendez du contrôle d'accès. Mais en fait, si je ne vous contrains pas à ce que ce soit vos employés qui posent le câblage, je ne sais pas finalement avec qui vous allez traiter. Vous allez traiter avec la société de Jean-Michel, où en fait, il ne sait pas trop qui travaille dans sa société. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Et donc, du coup, voilà. Vous voyez, il faut vraiment que la chose soit prise dans sa globalité. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément encore dans la culture française. Ça rentre petit à petit. Mais effectivement, il faut des rapports comme celui de Jean-Michel pour arriver à avancer. Merci Laurent. Dominique, je me tourne vers vous. Quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit le risque zéro n'existe pas. Ça, c'est sûr. Forcément, à un moment donné, voilà, de toute façon, on est tous vulnérables, on est tous... Alors, c'est étonnant de la part d'un industriel, mais vous allez nous expliquer pourquoi, quels sont les conseils que vous donnez, et puis, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on entend un directeur sécurité-sûreté, il explique aussi ces problématiques, c'est bien, on veut bien mettre ceinture et bretelles, mais est-ce que c'est toujours possible ? Quels sont les conseils que vous donnez vous-même ? Non, mais déjà, que ce soit étonnant qu'on dise que le risque zéro n'existe pas, non, c'est pas étonnant, c'est simplement être honnête et réaliste, surtout que de le dire. Donc, une fois qu'on a dit ça, la grande question est, mais qu'est-ce qu'on fait pour justement minimiser ce risque, évaluer ce risque? Et j'étais bien content de vous entendre les uns et les autres parler de ça, parce que je l'entends finalement trop peu dans mes contacts quotidiens avec les entreprises. Donc, comment est-ce qu'on gère? Nous, on part du principe que nos solutions caméra ou contrôle d'accès peuvent faire l'objet de ce qu'on appelle les vulnérabilités. Ouais. Et même si aujourd'hui, votre système il est au top, vous avez fait tous les tests, toutes les évaluations, etc., on n'est pas à l'abri que demain, après-demain, etc., on trouve d'autres vulnérabilités. Axis a d'ailleurs lancé ce qu'on appelle un... Donc, il faut toujours être un peu en avance, finalement. C'est pas seulement être en avance, c'est surtout avoir la capacité à pouvoir corriger ce qui doit l'être, et donc à faire à maintenir le système à jour. Hein. Si on prend, je pense, le palais de justice, je pense, je ne sais pas combien de caméras vous avez, mais il y en a quelques centaines ou quelques milliers. Donc forcément, l'enjeu, là, il va être comment est-ce que je garantis que mon système, je le maintiens à jour? Comment est-ce que nous, en tant que constructeurs... Donc la maintenance est également très importante. La gestion de vulnérabilité, la maintenance, etc. Effectivement, tout ça, ça a aussi un coût. Mais comme vous l'avez dit tous les deux, ça va être l'évaluation du risque qui va déterminer ce que vous allez faire. Quel est le risque résiduel que vous allez accepter ou pas en fonction de votre activité. En matière d'analyse de risque, l'exemple qui m'a le plus frappé, je ne me rappelle pas, c'était il y a peut-être déjà 20 ans ou 30 ans, il y avait je ne sais plus quelle grande banque française qui a eu un incendie. Ils ont sorti en l'espace de 48 heures une salle de marché de secours
parce que c'était le cœur de leur stratégie. Bien sûr. Donc forcément, tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. Mais cette analyse de risque-là, elle doit être faite. Et forcément, on ne va pas sécuriser de la même façon le palais de justice ou le muséum qui reçoivent le public qu'un petit commerce. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Néanmoins, j'entends parfois aussi dire oui, mais moi, de toute façon, mon réseau, il est fermé. J'en doute pas, mais j'ai une anecdote qui m'a été remontée très récemment, c'est que même un gendarme en personne est allé dans une ville faire une réquisition judiciaire pour récupérer des images de vidéoprotection et son support informatique était verrouillé et qu'en fait, il a introduit le virus lui-même de cette manière-là. Donc, forcément, quand on est sur un réseau fermé, le niveau de risque est plus faible que si on était sur un réseau qui est accessible sur l'extérieur. Donc il faut appréhender tout ça par rapport à ça. J'étais satisfait de l'entendre dire. Merci Dominique. Alors en vous entendant tous les deux, effectivement, il y a aussi une chose qui est mise en exergue, c'est le transport de ces flux et l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Je me tourne vers vous, Mourad, parce que c'est quelque chose que vous évoquez également très souvent, et sur l'authentification forte et la coopération. Tout à fait. Mais je voudrais, juste avant, peut-être venir un petit peu suivre mes deux collègues sur justement ces problématiques de réseau. Alors on est comme on nous le préconise, comme le préconise l'ANSSI, nous en parlions tout à l'heure, monsieur le député, sur des flux qui sont censés être séparés physiquement. La grosse problématique, c'est que sur cette séparation des flux, donc effectivement, on va s'adresser à un câbleur, on va avoir des gens qui interviennent, les maintenances deviennent très lourdes. Nous, par exemple, sur nos systèmes de sûreté, on n'a pas à cacher que nous n'aurons pas de lien partenaire venant faire de la télémaintenance. Mais pour beaucoup d'entreprises qui n'ont peut-être pas les moyens dont on dispose, donc nous obligeons les sociétés, nous passons des marchés de maintenance avec du personnel à demeure pour intervenir sur ces réseaux, de telle façon à ne jamais les ouvrir, parce qu'effectivement, plus un système est fermé, on va dire, plus on élève son seuil de sûreté. Mais on n'est pas à l'abri de de l'anecdote dont vous parliez, c'est-à-dire que quelqu'un vient d'introduire un virus. Donc ça veut dire qu'il faut sur ces réseaux-là continuer à les surveiller de la même façon qu'on surveille le réseau ici. Il faut continuer aussi à les mettre à jour l'ensemble de ces endpoints, caméras ou tout équipement. Les équipements réseau, parce que vous avez des équipements réseau aujourd'hui, on est en IP, doivent être maintenus. Ça nécessite un travail assez double. Alors, tout à l'heure, nous l'évoquions. Alors, c'est vrai que ce n'est pas encore dans la culture, mais comment faire? Parce que très souvent, on trouve une collaboration, je dirais, humaine entre le RSSI et le patron sûreté. Mais malheureusement, pour la DSI, ces flux doivent être totalement séparés. Et donc, pour venir les maintenir, c'est toujours très compliqué. Alors, avec juste une précision, je voulais profiter de ce point. Le télétravail, c'est complètement démocratisé. Sauf que pour se connecter de la maison, on nous donne tous un VPN. Et le VPN, il reste ouvert toute la journée, pas donc juste le moment où on a besoin. Et finalement, on est en train de donner... En fait, je pense que si on se met dans certaines rues en France, on se pose avec une camionnette, je pense qu'on est tranquille, on rentre sur tous les serveurs des grandes sociétés parce que finalement, le VPN reste ouvert tout le week-end. Et puis, donc finalement, pas assez de sensibilisation auprès de la population. Et on passe par une box d'un opérateur. La plupart des box vous sont livrées. Alors aujourd'hui, ils ont commencé un petit peu à différencier les mots de passe, mais avant, les mots de passe d'installation de votre box qu'on vous envoie étaient partout le même. Je vais quand même pas dire que c'est 4x0, mais on n'est pas loin. Donc, à partir de là, la plupart des gens ne le changent pas. Mais bien sûr. Et effectivement, je me mets en écoute, je capte un Wi-Fi, j'entre sur la box. Je profite des flux de son VPN, j'entre. Donc vigilance, vigilance. Les caméras, c'est pareil. On l'a vu d'ailleurs à un moment donné sur des sites où on avait accès à l'ensemble il y a quelques années maintenant. Mais bon, je ne suis pas certaine que ce soit complètement... Ça existe encore. Comme je dis souvent, le renforcement de la cybersécurité sur une caméra, c'est pas un bouton marche-arrêt sur lequel on appuie. Nous, on donne des recommandations. Encore faut-il que les gens qui les installent suivent ces recommandations. On considère, nous, on a affaire à des professionnels. Donc en général, ils connaissent leur job, mais on voit quand même encore des gens. Donc aujourd'hui, on a tendance aussi, on parle de Secure by Design, on va renforcer la sécurité par défaut.
Jusqu'à il y a encore quelques années, quand je suis entré chez Axis, on avait certains services, pas trop techniques, mais certains services genre FTP, etc., qui étaient ouverts par défaut sur une caméra. Aujourd'hui, on les ferme. L'analogie que je fais, c'est on ne ferme pas seulement la porte, on essaye aussi de fermer le plus de fenêtres. Bien sûr. Ouais. Et charge à nos clients de rouvrir ces services uniquement lorsqu'ils en ont besoin et sous réserve de l'autorisation des RSSI concernés. Ça se passe bien au palais de justice, j'imagine que tout le monde ferme la fenêtre. Écoutez, pour l'instant, on n'a pas eu de scandale majeur, donc sans dévoiler quoi que ce soit, oui, disons que ça se passe bien, mais on y met aussi les moyens, on a des gens qui ont les compétences pour le faire. Nous avons aussi parmi nos prestataires, parce que il est évident qu'on ne peut pas tout faire, des gens qui sont tout à fait capables. Alors effectivement, mon voisin d'en face, si on parle du tribunal judiciaire de Paris, ce nouveau bâtiment porte de Clichy, qui a beaucoup attiré l'attention, donc effectivement, nous sommes totalement équipés sur un système de vidéosurveillance basé avec des caméras Axis, etc. Mais Axis est très souvent sollicité, ils ont un marché de maintenance avec nous. Qui est très important. Et qui est très important, et on tient à ce que ces maintenances soient faites en bonne et due forme dans l'exécution de ce marché, parce que pour nous c'est important, ça aura une incidence énorme. Donc effectivement, on essaie de faire en sorte que tout fonctionne bien. Après, je dirais que les grands ministères régaliens, on dispose quand même un peu de moyens à ce niveau-là. C'est vrai qu'il fut un temps où peut-être on en avait beaucoup moins, mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on dispose de moyens parce que les enjeux sont considérables. Effectivement, donc on peut voir qu'effectivement dans certains secteurs d'activité, les moyens sont là, sont donnés pour pouvoir sécuriser au maximum, et tant mieux, ça nous rassure, c'est normal. Je me tourne vers vous, Thierry Leblond, vous nous avez écouté attentivement jusqu'à présent. J'ai expliqué tout à l'heure que vous avez une réelle expertise au niveau de la sécurité et de la protection des data, et souvent vous parlez de zéro trace, zéro knowledge. Pourriez-vous aller dans les détails, nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par là? Alors, à la base de ces réflexions, je pense qu'il est intéressant de comprendre comment on a démarré cette aventure entrepreneuriale commencée en 2014. Donc, comme vous l'avez expliqué, Virginie, j'ai 30 ans d'expérience dans le milieu militaire, ministère de l'Intérieur, et puis aussi au grand groupe, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui Ariane Group, puisque j'ai été DSI d'une de ses composantes. À l'époque, c'était des réseaux confidentiels défense, donc de la manipulation de données extrêmement sensibles qu'on faisait, puisque c'était sur la force stratégique. Et puis, évoluant dans la carrière, le ministère des Armées, j'étais à m'intéresser à un certain nombre de dossiers sur les grands choix d'architecture, notamment le choix de Microsoft pour équiper le système d'information des armées. Effectivement, une grande frustration à cette époque par le fait que on ne pouvait pas retenir des solutions nationales et souveraines, et qu'il fallait s'appuyer sur une technologie étrangère pour faire ce type de choix, alors que dans les années 60, quand on a voulu faire la défense, la défense stratégique, ou quand on a lancé la filière aéronautique, ou quand on a lancé la filière spatiale, eh bien, on a été capable de prendre ces décisions, et là, on n'a pas été capable de les prendre, on n'a pas pu peut-être. Et enfin, troisième expérience, c'est le plan de vidéoprotection pour Paris que vous avez cité, avec, et là je reprends en fait des mots que j'ai entendus de la part des intervenants, notamment la question de l'éthique et la question des finalités. C'est-à-dire que on peut être contre pour un outil n'a pas de sens. La question, c'est l'usage qu'on en fait, la façon de l'utiliser. Et là, en fait, la question, c'était que les opérateurs soient comptables de leurs actions sur un système qui est en interaction avec les libertés individuelles, tout simplement. Donc en fait, on peut dire que cette action, on l'a lancée en fait avec des gènes hautement sécuritaires, et c'est aussi le fruit d'une rencontre avec une équipe de jeunes ingénieurs de l'EPITA. Bon, alors il se trouve que j'ai la chance d'avoir mon fils qui terminait ses études à cette époque, et du fruit de notre rencontre, on peut dire, on a engagé en fait tout un travail sur des réflexions de systèmes sécurisés en transformation numérique, comme vous l'avez cité, et je dirais
la plus belle réalisation de l'époque, hein, c'est la conception du système d'information des étrangers en France, avec, disons, le déploiement d'un système pour les demandeurs d'asile en moins de 8 mois. Et puis, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y avait quelque chose à faire. Alors là, on est dans une réflexion d'ingénieur, hein, parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est bien logique que tous ces systèmes centraux architecturés sur le web puissent voir la donnée, y compris la donnée sensible et confidentielle? Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que tout ce qui passe sur un serveur central, c'est fragile, en ce sens que c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'administrateur honnête mais curieux, qui fait que certaines sociétés étrangères, certaines administrations étrangères, par leur processus lié au droit extraterritorial, vont pouvoir accéder à ces informations. Et donc, on menace en quelque sorte la souveraineté à la fois des États et la souveraineté des entreprises. Donc, la vraie question, c'est la question de la souveraineté des données, on va dire. Je vais le résumer un petit peu comme ça. Et je vais faire un peu un distinguo entre deux notions qui sont aujourd'hui débattues avec force. C'est la notion, alors on parle de cloud de confiance et de cloud souverain. Et on a ce complexe, en fait, en quelque sorte, je parle de l'Europe, hein, d'avoir raté le virage du cloud et de courir après le cloud souverain pour héberger nos données. En fait, c'est vrai, je dirais que c'est parti, et puis derrière, il y a quand même de gros investissements qui sont faits maintenant par des entreprises étrangères sur ces données-là. Et donc, on bascule vers quelque chose qu'on appelle le cloud de confiance. Et c'est quoi le cloud de confiance? C'est que quand on y réfléchit bien en matière de sécurité, la sécurité, c'est souvent confié, en fait, la responsabilité à quelqu'un d'autre. Donc, c'est à quelqu'un de confiance. Donc, la confiance numérique, c'est confier les clés de ces données à un tiers de confiance, en l'occurrence, là, le cloud de confiance. Et nous, en fait, dans cette réflexion qu'on a conduite depuis l'origine, avec le ministère des Armées, pas sur le plan conceptuel, sur le plan technique avec le ministère des Armées, hein, c'est la question de la souveraineté numérique et la question de contrôler ces données souveraines et sensibles par des clés qui sont personnelles. Et c'est ça qu'on appelle la souveraineté numérique, c'est-à-dire éventuellement, même pouvoir le faire, y compris sur des clouds qui soient publics et sur des clouds qui soient de confiance, en fait, sur n'importe quel cloud. Donc j'essaie un petit peu, alors peut-être que je réponds pas complètement à la question du zéro trust, zéro knowledge. Mais c'est très bien. Merci beaucoup Thierry, effectivement, et ces histoires de clés et ces histoires de cloud souverain et de cloud de confiance me fait penser à une chose, parce que vous l'avez évoqué, effectivement, c'est pour ça que c'était important votre intervention aujourd'hui sur cette expertise toute particulière. Je me tourne vers vous, Mourad, parce que c'est un sujet qu'on a évoqué aussi et qui va jusqu'à la fuite des données. C'est aussi l'intelligence économique, quelque part. Aujourd'hui, c'est un véritable enjeu. Et je sais que c'est un point qui vous intéresse également tout particulièrement. On le sait, on est aujourd'hui... Alors, on parle de cyber, on va jusqu'au cyberterrorisme. Certains n'aiment pas trop ce terme. Mais ne va-t-on pas jusqu'à la cyberguerre? Ne doit-on pas, justement, être d'autant plus vigilant sur cet aspect? Je crois que... Alors, sans trahir quelque secret que ce soit, de toute façon on entend suffisamment parler. Le contexte international aujourd'hui, si on vient parler de cyberguerre, je crois que là-dessus, tous les services de défense occidentaux voient des attaques se produire. Enfin bon, ça on en entend suffisamment parler, donc on ne dévoile rien de secret, bien évidemment. Moi, je voudrais tout de même un petit peu venir préciser, parce que effectivement, c'est Thierry, pardon, comme nous le disait Thierry précédemment, sur justement ces flux de données, ces possibilités justement de voir évader ces données ailleurs dans le monde. Il y a essentiellement une chose qui est très très importante et que les gens doivent toujours avoir présent et en mémoire. C'est une histoire de droit. Ouais. Le droit à la propriété, enfin le droit qui gère la propriété de vos données. Dans notre monde, je dirais, européen, la propriété, vous êtes propriétaire de cette donnée et de son usage. Il se trouve que dans le droit anglo-saxon, vous restez propriétaire de cette donnée, mais vous partagez l'usage avec votre hébergeur.
c'est toute la problématique du Cloud Act, etc., qu'ont produit les États-Unis pour rapatrier ces données là-bas. Et à ce moment-là, vous ouvrez vos données, vous êtes obligé de partager. À partir du moment où on partage l'usage, si dans mes données, enfin je vais dire comme ça, un exemple qui sera une flagrance pour tout le monde, si j'ai mes propositions de vente d'un aéroplane européen concurrent d'un aéroplane américain, à partir du moment où mes données sont sur un cloud qui n'est pas souverain ou de confiance, eh bien, effectivement, je vais partager l'usage de cette donnée avec mon hébergeur qui, lui, peut tout à fait vendre ces données. Il est dans une stricte légalité, il ne commet rien d'illégal. Sauf que pour nous, c'est préjudiciable au plus haut niveau. Donc ça, je crois qu'il faut toujours l'avoir présent à l'esprit. Et après, effectivement, il y a toutes les technologies, parce que ne jamais oublier que les mécanismes du cloud, et là je pense que Thierry sera encore plus précis que moi, les mécanismes de réplication pour des questions de disponibilité, eh bien, nous, par exemple, on va amener une attention toute particulière, au moins c'est ce que je vais conseiller à des gens lorsqu'on pose la question, d'apporter une attention toute particulière au marché ou au contrat que vous signez avec votre hébergeur sur les mécanismes de réplication. Donc ça, c'est très, très important. Oui, alors justement, je me tournais vers vous, Laurent. Il reste effectivement, comme vous le dites, l'être humain. Quand vous entendez tout ceci, alors, il y a une partie qui ne vous incombe pas, comme vous l'avez bien dit, hein, vous ne vous occupez pas de la partie RSSI. Par contre, vous êtes en lien aussi régulièrement et vous vous préoccupez quand même de ces aspects, je présume. La partie technique, informatique, à part démarrer mon ordinateur, je pense qu'au-delà, je ne suis pas très bon. En revanche, je sais ce qu'il ne faut pas faire et je sais quels sont, parce que j'ai des échanges, le directeur de sécurité a des échanges avec les services spéciaux. Une vraie coopération, voilà. Et donc les services spéciaux vont vous dire, là, il y a quelque chose. Moi, je suis le fonctionnaire de sécurité et de défense du muséum, donc je suis habilité secret défense, je reçois un certain nombre de données. Ce qui va me permettre effectivement, parce que le RSSI m'est rattaché dans ma direction, de dire au DSI, de lui dire, écoute, il faut qu'on trouve une solution. Moi, je ne sais pas comment on va faire, mais voilà la problématique aujourd'hui. À toi de trouver la solution. Mais juste, c'est le problème majeur. C'est la personne qui se retrouve entre la chaise et puis le clavier. Et je vais donner un exemple. Vous pouvez protéger tout ce que vous voulez. Mais moi, j'ai des chercheurs aujourd'hui au muséum qui, dans leur recherche, nous expliquent d'où vient l'homme. Dans certains pays, l'homme, et je n'ai pas de souci, ce n'est pas mon propos, je ne suis pas là pour commenter, mais dans certains pays, c'est Dieu qui a créé l'homme, et c'est une idée qui est très défendue. Quand vous avez un chercheur du MNHN qui arrive avec son ordinateur, qui passe la frontière, ordinateur dans lequel vous avez un certain nombre de données sur les recherches qu'il est en train de faire, où il remet en cause cette idéologie, mauvais plan pour lui. Et le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive effectivement à faire toucher du doigt un certain nombre de personnes, ce qui marche bien dans les pays anglo-saxons. Aujourd'hui, en France, c'est encore compliqué. Mais de dire aux gens, prenez un ordinateur où il n'y a rien dedans. Et là, effectivement, allez faire votre truc, voilà, pas de souci. Mais effectivement, il y a cette partie pédagogique où il faut que l'on explique aux gens. Et puis, il y a la partie, effectivement, là où c'est purement technique, mais moi, j'ai les éléments, je sais rentrer en contact avec les services spécialisés, ce que le DSI ne sait pas faire. Et en revanche, lui, il va protéger, moi, non. Alors, merci beaucoup. Il nous reste juste quelques minutes. Avant de conclure, je vais rebondir sur 2 points. Il y a la partie, effectivement, éducation, et on conclura par ceci avec Mourad, et la partie technologique. J'aurais aimé vous poser une question, Dominique. Durant ce think tank, comme je le rappelais tout à l'heure, qui a duré pendant toute une partie de l'année 2022, on s'est rendu compte que, justement, c'était les 2 points essentiels. L'éducation et la partie technologique, c'était est-ce qu'on doit aller demain vers des normalisations, vers des certifications, comme ça a été le cas en termes d'incendie, hein. Est-ce qu'on doit aller jusque-là ou pas ? Il y en a toujours plus ou moins. On a parlé tout à l'heure de la norme ANSI qui concerne majoritairement le contrôle d'accès, moins la vidéo. Après, il y a une norme d'à côté. Alors, une norme, c'est bien à condition de ne pas tomber dans ce que j'appelle l'effet de parapluie. C'est-à-dire, on dit, j'ai un équipement qui est conforme à telle norme, donc je suis tranquille, je suis couvert. Oui. Bien sûr. C'est bien que ce n'est pas suffisant, c'est une condition certainement nécessaire, mais pas suffisante.
Après, il y a un chantier qui va nous intéresser beaucoup là, dans les mois qui viennent, qui s'appelle la directive européenne Nice 2. Qui a été finalisé en fin d'année, je crois, et donc maintenant qui va rentrer dans sa phase d'application, sauf erreur de ma part, de ce que j'ai vu de l'ANSSI, je crois qu'il prévoit une mise en application pour la France d'ici le deuxième semestre 2024. Ouais. Donc ça va être un peu nos Jeux Olympiques à nous, on va dire. Voilà. Donc ça va être un gros chantier qui va, je pense, impacter beaucoup toutes les entreprises, enfin beaucoup d'entreprises, pas forcément toutes, mais beaucoup d'entreprises dans un spectre très large et qui va avoir un même impact, je pense, que ce qui a eu lieu on parlait beaucoup de données, de protection de données, le RGPD. Ouais. On va être sur le même impact. Donc là où ça va être effectivement de concerné, de s'assurer que tout le monde respecte la protection du réseau, que ça va être aussi vis-à-vis des sous-traitants. Donc il va y avoir toute la chaîne, on parlait tout à l'heure, si on fait intervenir une entreprise, il va falloir ça. On parle d'organismes, on parlait d'OIV d'un côté, mais on parle aussi, je crois, d'OSE, organisme de services comment dire, essentiel. Donc tout ça, ça va être concerné. Donc ça va être de très 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 gros chantiers. Donc on va suivre de très près ce chantier. Il y aura sûrement des émissions spécifiques, effectivement, sur ce sujet d'ici quelques mois, voire un an. Pour terminer cette émission, Morane, on a parlé beaucoup de sensibilisation également. Je crois que tout le monde ici présent aujourd'hui en est tout à fait conscient. Mieux éduquer, mieux sensibiliser dans les entreprises, au niveau de la population. Alors je sais que vous êtes partie prenante d'un concours, vous l'avez même, je crois, initié, ce concours appelé le Hack Defender, dont la finale aura lieu les 12 et 13 mai prochains. Pouvez-vous nous en parler? C'est ça. Alors c'est plus exactement le Hack Day, parce que je n'ai plus le droit d'utiliser le mot Defender, puisque je crois qu'un grand constructeur alors je n'ai rien dit. n'est plus tout à fait d'accord. Donc effectivement, donc le Hack Day est un concours organisé avec les grandes écoles sur les gens qui sont en fin de cycle de formation, enfin d'ingénieurs, et qui viennent concourir sur non pas comment hacker un système, mais comment le défendre. C'est-à-dire qu'ils vont subir des attaques et on va voir un peu comment ils travaillent par équipe avec les différentes spécialités que l'on retrouve dans la cyber, que ce soit la partie coding, stratégie, etc. Donc ils travaillent par équipe, les écoles nous adressent des équipes. Alors nous l'organisons avec donc Sifaris et bien sûr un partenariat qui est très important avec l'ESSIE, qui est donc sur le pôle Descartes, qui est une école... alors, je ne suis pas là pour faire la publicité pour les grandes écoles, mais j'avoue que c'est une école assez surprenante de par ses qualités. Elle est présente. Marcel Dassault avait été formé à l'ESSIE. Très bien. Donc, effectivement. si on parle d'une référence. On est d'accord. Voilà. Donc, et avec cette école, donc, nous organisons ce concours. Les éliminatoires se font en virtuel, donc les gens en connexion à distance. Il y a des épreuves éliminatoires qui se déroulent tout le mois d'avril et une finale avec un certain nombre d'équipes. L'an passé, nous avions 427 inscrits et 23 équipes finalistes qui se sont affrontées aussi donc à l'ESSIE avec le concours de l'ESSIE. Aujourd'hui, nous avons le concours aussi du FIC. Qui est très très intéressé et le FIC Canada. Ouais, et c'est très important parce que là encore on est et on a besoin de ces jeunes arrivent sur le marché parce qu'il en manque et au contraire. Et je peux vous dire qu'ils sont formidables. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc éducation est également et sensibilisation au sein des entreprises aussi. Et ça fera l'objet d'une nouvelle émission sur ces formations. Et on l'a déjà évoqué ici sur Agnew Sécurité. La formation est également essentielle et la coopération. Merci à vous tous. Merci Thierry. Merci. Et Thierry, on vous revoit bientôt sur le plateau sur une autre émission qui s'appelle Top Sécu. On aura le plaisir de vous recevoir en tant que cofondateur et président aujourd'hui de SIL. Merci à vous tous et à très bientôt pour une nouvelle émission Agnew Sécurité.